Si j'ai appelé ce livre Le port émissaire, c'est en référence évidemment à René Girard et au bouc émissaire, parce que je me suis dit pourquoi un phénomène qui était un fait divers à la base, l'affaire Weinstein, est devenu un fait de société puis un événement historique. Et je pense qu'il y a eu un espèce de phénomène cathartique. Tout d'un coup, tout le monde, toutes les caméras du monde entier se sont focalisées sur cet homme, Weinstein, et comment c'est devenu un mouvement absolument mondial, à tel point que finalement même le prix Nobel de littérature a été suspendu cette année. Ça n'était jamais arrivé à part pour des faits de guerre. Et pourquoi voilà, ce moment était devenu un événement historique. Et j'ai essayé d'expliquer dans ce livre pourquoi ça a pris tant d'ampleur. Mon sous-titre est Terreur et contre-révolution. Je pense que MeToo et Balance ton port n'est pas une révolution, mais à plusieurs égards une sorte de contre-révolution. Et en tout cas un retour de bâton, un retour de balancier historique. D'abord un retour de balancier, je pense, par rapport à l'élection de Donald Trump aux États-Unis, qui a été perçue par les féministes américaines comme un affront absolu, puisqu'elles avaient leur candidate qui était Hillary Clinton, et qui devait être élue comme la première présidente femme des États-Unis, première présidente féministe. Elles ont eu à la place un porc à la Maison-Blanche, et je pense que MeToo a été un peu la réplique de ce séisme. Et finalement, on a trouvé dans l'affaire Weinstein une manière de répondre à Trump. Et ça a été un peu une secousse sismique répondant à l'élection de Trump, ce qui fait que ça a pris tant d'ampleur. Et donc, c'est un phénomène avant tout américain, qui a pris énormément d'ampleur aux États-Unis et qui ensuite s'est répercuté en Europe. Et je pense plus largement, pour prendre le gros bout de la lorgnette, que c'est aussi, c'est comme ça que je le lis, un contre-mouvement, un mouvement de balancier par rapport à la révolution sexuelle. C'est-à-dire que 50 ans après avoir proclamé qu'il fallait jouir sans entrave, après avoir proclamé justement la révolution du désir, on s'aperçoit que la sexualité en Occident pose encore problème et que finalement tout n'allait pas de soi. Que la révolution sexuelle soit advenue et la révolution féministe soit devenue, on a le risque de courir une forme de terreur féministe, finalement en éradiquant le patriarcat non plus dans les institutions mais dans les têtes, dans les reins et dans les cœurs, et contre-révolution parce que y a un phénomène, à mon avis, de puritanisme qui s'exerce, puritanisme américain. Pour moi, MeToo n'est pas un phénomène populaire, c'est un phénomène quand même guidé par les élites, comme toutes les révolutions d'ailleurs, et j'ai du mal à voir. Je trouve que c'est assez même indécent de faire croire que les problèmes des actrices d'Hollywood sont les mêmes pour toutes les femmes de la planète. Et à mon avis, ce sont des préoccupations assez déconnectées de la vie ordinaire des femmes, même si évidemment le harcèlement de rue qui a été mis sur le devant de la scène à l'occasion de MeToo est en effet un phénomène qui touche énormément de femmes, ça je ne veux absolument pas le nier. Mais l'idée parce qu'on a mélangé plein de choses dans MeToo et dans Balance ton port, à la fois le harcèlement dû au fait qu'on ait du pouvoir, donc évidemment c'est dans les élites qu'il y a le plus de pouvoir, donc il y a potentiellement le plus de harcèlement, en tout cas de chantage au sexe, on a mélangé plusieurs phénomènes, donc ce phénomène de harcèlement dû au pouvoir, le phénomène de harcèlement de rue qui est dû à mon avis à un manque d'éducation et à une espèce d'ensauvagement de la société, avec des phénomènes voilà, beaucoup plus marginaux que sont une forme de sexisme qui serait diffus dans la société. Et je pense qu'à bien des égards, MeToo a été quand même une révolte assez élitiste. Et je ne suis pas seule à le penser, puisque l'une des actrices qui était à l'origine d'une plainte contre Weinstein, Rose McGowan, elle-même dit que le phénomène Time's Up, qui était lié à Hollywood, donc toutes ces actrices qui ont dit Time's Up, il faut se lever maintenant, prendre le pouvoir, etc. Elle a dit que c'était assez hypocrite et qu'en réalité elle avait reçu peu de soutien. C'était quand même une dimension assez spectaculaire, le fait de ces stars hollywoodiennes qui s'habillaient en robe de luxe, en noir, aux Golden Globes pour manifester contre le patriarcat. Tout cela m'apparaissait assez déconnecté des préoccupations ordinaires des gens lambda. Je ne crois pas. C'est vrai que Balance ton port était beaucoup plus violent dans le choix des termes, puisqu'il y avait évidemment balance, donc l'appel à la délation. Ton port, c'est-à-dire soi-disant, en fait, sous-entendu, chaque femme a à disposition dans sa mémoire personnelle un port à balancer et que chacune a un port en réserve à jeter sur la place publique. Et port, évidemment, ce mot très fort, très, très violent, cette animalisation du masculin qui est extrêmement caricaturale et violente. Mais je pense que, paradoxalement, si le mot d'ordre « balance ton port » a été plus violent en France, la révolution MeToo a été plus violente aux États-Unis qu'elle n'a été en France.
MeToo a été a été une tornade beaucoup plus forte aux États-Unis qu'en France. En France, c'est resté assez limité, puisque par exemple les ministres qui ont été mis en cause, Nicolas Hulot et Gérald Darmanin, n'ont pas démissionné, alors qu'on peut penser que dans des pays anglo-saxons, ils auraient dû immédiatement démissionner. Alors qu'aux États-Unis, beaucoup de têtes sont tombées. Et on voit d'ailleurs beaucoup de féministes françaises se désoler que la France n'ait pas embrayé le pas plus rapidement et plus radicalement par rapport à la société américaine. Moi, il me semble que c'est justement la force de la France d'être restée un bastion de l'état de droit. Et je reproche d'ailleurs aux féministes françaises cette espèce de complexe d'infériorité qu'elles ont par rapport à l'Amérique, où on voit des dérives qui sont aujourd'hui absolument effrayantes. On peut parler par exemple du procès de Kavanaugh, ce juge de la Cour suprême, où on a eu droit à une espèce de spectacle absolument pathétique, qui est, à mon avis, symptomatique de l'ère post-MeToo aux États-Unis, où finalement, la dénonciation du harcèlement sexuel, même pour des faits qui avaient plus de 35 ans, commis dans des conditions sans témoins, etc., sont devenus une affaire d'État et sont devenus une arme politique pour déstabiliser des adversaires qu'on ne supporte pas sur la place publique. Et j'ai du mal à voir justement comme ce monde américain post-MeToo peut être un exemple pour la France. Au contraire, je pense que la France, et c'était tout à son honneur, est restée un peu en arrière par rapport à la surenchère américaine. Dans la culture américaine, il y a un rapport différent à la délation par rapport à la France. Puisque nous, paradoxalement, notre passé, notamment celui de Vichy et de l'épuration, nous immunise peut-être davantage, et de la terreur aussi, je pense que ce passé-là nous immunise peut-être davantage sur la délation, la dénonciation, et en France c'est mal vu de dénoncer. Il y a la fameuse phrase « je n'aimerais pas avoir été son voisin en 40 », alors qu'aux États-Unis c'est plus ancré dans la culture de dénoncer son voisin, même dans la culture puritaine, de dénoncer les turpitudes d'autrui. On se souvient dans les westerns, le wanted pour chercher le gangster, et d'ailleurs le lynchage est une invention américaine, hein, rappelons-le. Et donc je pense qu'on a un rapport différent à l'idée même de délation. Et sur la question de la gauche, je pense que, encore une fois, aux États-Unis, c'est devenu le féminisme radical est devenu tout ce qui reste à la gauche américaine pour contrer le populisme trumpiste, tout en sachant d'ailleurs que le populisme trumpiste est déjà, à mon avis, le résultat de ce féminisme radical. Et en fait, ils se nourrissent mutuellement. Et aujourd'hui, malheureusement, les démocrates n'ont pas, à mon avis, américains, n'ont pas pris la mesure de ce qui se passe avec Trump et continuent à être dans la surenchère sur ce sujet-là. Alors qu'en France, on reste un peu plus prudent. Les gens de gauche ont été aussi pas mal mis en avant dans Balance ton porc en France. Mais je pense qu'en effet, globalement, le féminisme radical et ce que je dis à la fin de mon livre est la nouvelle utopie et la dernière utopie progressiste, et que c'est vrai que tous les grands récits, le marxisme est mort, le multiculturalisme est mort, en tout cas en France il ne fait plus recette, force est de constater, et que du coup il y a en effet cette tentation chez les progressistes, chez la gauche progressiste, de se saisir de ce récit féministe comme un dernier grand récit collectif, utopique, messianique, qui permet d'emmener les foules de gauche vers un avenir radieux. Et finalement, le féminisme est devenu ce dernier grand récit, avec cette idée vraiment d'une utopie, l'utopie d'un monde parfaitement réconcilié entre hommes et femmes, où on atteindrait une sorte de paradis terrestre retrouvé, où il n'y aurait plus d'agression sexuelle, plus de viol. Enfin, j'étais très frappée à l'occasion de tous ces débats, de la manière dont certaines féministes promettent un monde sans agression sexuelle, un monde sans violence, ce qu'on ne promet pas dans d'autres domaines. Par exemple, personne ne dit je vais abolir les crimes, je vais abolir les malversations financières, je vais abolir d'autres délits. C'est le seul délit qu'on prétend abolir pour toujours et de manière absolue. Et ça m'a frappée parce qu'il y a vraiment encore la dimension utopique de la gauche s'est réfugiée dans le féminisme, en effet. C'est quand il y a eu l'affrontement en janvier, en effet, avec cette pétition de 100 femmes, dont la plus connue était Catherine Deneuve. Cette pétition
au relents assez libertaires qui défendaient la liberté d'importuner, qui citait Rubén-Augien, donc le théoricien de l'éthique minimale, et qui finalement, en fait, on voyait l'affrontement de deux visions du monde, le vieux monde de la liberté sexuelle, de la séduction et même du libertinage, affrontant le nouveau monde puritain de la transparence du désir, de l'égalité parfaite dans la relation. Et ces deux mondes-là, moi je me sentais appartenir ni à l'un ni à l'autre. J'ai refusé de signer cette pétition, on me l'a proposée. Parce que les deux m'apparaissaient se nourrissant mutuellement. D'un côté, ces féministes libertaires qui prônaient l'idée que finalement on pouvait totalement détacher l'esprit du corps et que c'était deux choses totalement différentes et qu'on pouvait ne pas ressentir les violences dans son corps, on pouvait en faire abstraction parce que dans une vision très, très libertaire, le corps n'est rien. Et de l'autre, ces puritaines qui, elles, justement, avaient tendance à surinvestir peut-être le corps de manière absolument puritaine. Et pour moi, les deux se nourrissaient mutuellement et je ne me reconnaissais ni dans l'un ni dans l'autre. Mais c'est vrai que ce n'est pas un hasard que cette pétition soit arrivée en France, puisque, comme l'ont très bien montré Mona Ozouf et Claude Habib, la France, c'est la patrie des femmes, la patrie de la mixité des sexes, et le fait que en France, les rapports hommes-femmes n'ont jamais eu la tonalité guerrière qu'ils ont pu avoir aux États-Unis notamment, avec cette mentalité beaucoup plus puritaine. C'est Mona Ozouf qui dit dans Les mots des femmes, dans la conclusion de son livre sur les femmes de lettres françaises, jamais un féminisme radical qui prône la guerre des sexes n'arriverait à triompher en France. Et ce qu'on a vu avec MeToo, c'est justement à quel point ce féminisme-là avait imprégné finalement beaucoup de militantes françaises et que le vieux monde de la séduction à la française, de la mixité des sexes, était en train de disparaître. Et j'étais très frappée par le discours de militantes françaises qui prenaient en exemple leurs consoeurs américaines en disant finalement la France est en retard. En retard par rapport à la révolution qui se joue mondialement. Et il faut finalement s'aligner sur les États-Unis. J'entendais encore Anne-Cécile Maillefer, présidente de la Fondation des femmes, qui disait en France, MeToo n'a pas pris parce qu'on est encore dans une culture machiste et finalement on n'est pas assez en avance et on a un problème avec la présomption d'innocence. Justement en France, on y tient trop, etc. Et d'ailleurs, c'était un peu ce discours qu'on avait eu au moment de l'affaire DSK, où en France, beaucoup de gens s'étaient élevés, comme à l'occasion de MeToo, pour protester pour la présomption d'innocence de DSK, où on avait accusé justement la France d'être un pays qui favorisait la domination sexuelle, qui sécrétait une forme de machisme, et finalement DSK serait un produit français. Ce qu'a montré l'affaire Weinstein, c'est qu'il y a des DSK dans tous les pays, et que c'est pas du tout propre à la France. Mais moi je reste persuadée qu'il y a une exception en effet française, mais qu'il faut justement préserver comme une exception française dans le républicanisme universaliste qui résiste au multiculturalisme anglo-saxon et que c'est tout à l'honneur de la France de préserver cette exception. Le port émissaire, c'est évidemment le port, le mâle blanc évidemment, et il y a aussi dans ce phénomène MeToo, balance ton port, une sorte de backlash, je pense, en tout cas en Europe, de Cologne et de ce qui s'est passé à la Chapelle-Pajol. C'est-à-dire qu'on a eu plusieurs affaires qui ont montré en effet qu'il y avait un harcèlement de rue spécifique à certaines populations qui provenaient de l'étranger ou d'immigration récente, des hommes seuls qui souvent sont à la rue et qui harcelaient des femmes. Ça a été dénoncé. Je ne suis pas d'accord pour dire que toutes les féministes se sont tues, il y en a certaines qui ont pris la parole. Mais certains ont vu dans MeToo l'occasion de prendre une revanche sur ça en disant finalement vous nous avez expliqué que c'était l'autre le violeur, mais le violeur n'est pas l'autre, le violeur c'est chez nous qu'il est. Et finalement, ce que me prouve l'affaire Weinstein, c'est que la civilisation occidentale n'a aucune leçon à donner au reste du monde en matière d'égalité entre les sexes, et que nous sommes aussi pourris à l'intérieur que les autres civilisations que nous prétendons juger. Et finalement, derrière, il y avait une petite musique qui disait non, la civilisation occidentale n'est pas du tout exemplaire en matière d'égalité des sexes, puisque le patriarcat est encore très présent dans la vie de toutes les femmes d'Occident. Et en gros, c'est aussi, enfin, il y a autant
de soumission des femmes dans les bureaux haussmanniens du 9e arrondissement que dans les quartiers populaires ou que dans les pays où il y a un patriarcat de culture islamique, par exemple. Et l'idée, c'était vraiment de prouver, d'être un peu dans de ce que Pascal Bruckner a appelé la nuit de l'équivalence, c'est-à-dire de prouver qu'il n'y a pas de supériorité de la civilisation occidentale en matière d'égalité entre les sexes. Or, moi, je pense que justement, si MeToo a pu surgir aux États-Unis et en Europe, c'est dans ces pays-là que la femme est la plus libérée et où il y a le plus d'égalité. En fait, on met en avant la femme tout en vidant le contenu femme de tout contenu. Et j'étais assez fascinée de voir que les mêmes qui nous répètent à longueur de journée qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes invoquent la différence des sexes lorsqu'il s'agit d'énoncer la domination masculine. C'est-à-dire qu'il n'y a que les hommes qui sont des porcs, mais pourtant il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Alors pourquoi ? Et je pense que c'est là l'angle mort du féminisme radical, cette espèce d'incapacité à articuler nature et culture. On nous dit que finalement tout est culturel, tout est construit, et qu'en fait on est dans une société, dans une civilisation qui éduque les hommes à devenir des porcs et à harceler les jeunes filles. C'est pour ça que les hommes se comportent mal avec les filles, tout ça est construit. Alors que moi je pense que c'est précisément l'inverse. Au fondement, il y a finalement une différence de nature entre hommes et femmes, même dans la manière d'appréhender le désir. Peut-être des pulsions masculines qui peuvent être plus agressives que les pulsions féminines, et que tout le travail de la société, c'est justement de cadrer ces pulsions, d'encadrer ces passions, et que la civilisation, c'est se tenir, un homme, ça s'empêche, et que c'est justement le travail de la civilisation, c'est d'avoir apprivoisé cette asymétrie des sexes, et que quand on a déconstruit justement tout ce travail de civilisation, toute cette culture, il reste la barbarie et la pulsion sexuelle. Et c'est ce que prouve d'ailleurs le harcèlement de rue. Le harcèlement de rue est le fait souvent de jeunes qui sont malheureusement peu éduqués, qui n'ont pas de parents, et qui s'adonnent à une forme de sauvagerie. Et pour moi, il n'y a rien de culturel là-dedans, ce n'est pas construit, c'est justement une forme de déconstruction. Mais il y a une volonté en tout cas de politiser la question de l'intime. Moi, je crois que c'est une erreur, puisqu'il faut chercher justement l'égalité absolue dans le public. Et je suis absolument pour l'égalité homme-femme de manière publique, dans la citoyenneté, dans le vote, dans les responsabilités publiques. Mais je pense qu'il y a une inégalité, en tout cas une asymétrie dans le privé, dans le désir. On doit laisser les gens vivre comme ils l'entendent dans le privé. Et aujourd'hui, on assiste à l'inverse, c'est-à-dire qu'on essaie d'effacer la différence des sexes dans le privé, de la réduire à son minimum, avec un état thérapeutique très intrusif dans la vie intime. Et par ailleurs, on invoque justement la différence des sexes dans le public, avec par exemple la parité, avec l'idée qu'on compte les femmes à la télé, à la radio, dans les ministères, dans les conseils d'administration, etc. Et comme s'il y avait un retour on affichait la féminité dans le public et on l'effaçait dans le privé. Et je crois que c'est là encore un paradoxe du néo-féminisme. On a une espèce de contrôle social de l'intime où chaque phrase, chaque manière de se comporter devient un symbole politique qu'il faut donc réguler par l'État, et avec cette intrusion progressive de l'État dans toutes les strates de la vie sociale, y compris y compris ce qui est le plus intime, la famille, le rapport entre un homme et une femme, qui m'apparaît extrêmement intime, particulier et peu généralisable. Et je crois que ça vient aussi d'une erreur, à mon avis, majeure, qui consiste à plaquer l'idée de lutte des classes marxiste à l'intérieur du foyer, en appliquant cette idée de lutte des classes à la lutte des sexes finalement, et en faisant un copier-coller, en disant de la même manière qu'il y avait l'ouvrier contre le patron, il y a la femme contre l'homme qui doit gagner son indépendance, etc. Et je crois que calquer la lutte des classes à l'intérieur du foyer avec la lutte des sexes, c'est vouloir appliquer du public à quelque chose qui est intime et particulier, et c'est potentiellement dangereux. Ouais. Même si j'ai du mal avec le mot totalitarisme qui est employé un peu à toutes les sauces aujourd'hui, moi je dirais que ce mouvement féminisme radical est il n'est pas totalitaire parce qu'il n'en a pas les moyens.
il est plus religieux. C'est un peu une nouvelle religion avec ses rites, avec sa liturgie, avec ses excommunications, avec sa chasse aux hérétiques, avec cette espèce d'exigence de communion populaire, etc. Je décris la journée de la femme le 8 mars où finalement c'est une nouvelle journée sacrée. Où chacun est obligé de communier. Elles veulent changer les hommes. Elles disent justement ce que disait Nathalie Portman, c'est qu'elle disait moi je voudrais afficher mon désir, être objet de désir sans finalement que cela suscite l'appétit bestial des hommes et que les hommes ne me considèrent pas comme un objet de désir. Le solipsisme des constructeurs, c'est-à-dire de faire comme si finalement le monde n'existait pas autour de soi, s'exhiber tout en ne souhaitant pas que cela provoque quoi que ce soit chez l'autre, notamment du désir. Tout le propre de la civilisation occidentale, ça a été justement de mettre un voile non pas sur les femmes, mais sur le désir masculin. C'est pour ça que je m'érige absolument contre la déconstruction de la galanterie, puisque la galanterie, c'est l'inverse finalement du voile ou de la burqa. C'est la burqa posée sur le désir des hommes. C'est-à-dire qu'au XVIIe siècle, les femmes justement pouvaient se balader dans les salons extrêmement dénudées, voire même avec des décolletés que nous n'oserions plus, nous femmes, porter aujourd'hui dans la rue sous peine de se faire traiter de salope tous les 50 mètres, parce que justement il y avait une telle codification des mœurs qu'elles pouvaient se le permettre. C'était les hommes qui s'empêchaient et je crois qu'il y a diverses manières de répondre à cette asymétrie du désir, soit évidemment on couvre les femmes, soit on couvre le désir masculin, soit ce qu'on essaie aujourd'hui de faire, c'est de contractualiser le désir et d'en faire quelque chose d'absolument transparent avec cette idée centrale du consentement. Formuler son consentement comme un accord presque voilà, contractualisé parce que ce qui compte c'est que la femme soit d'accord. Sauf que malheureusement c'est plus compliqué que ça et qu'on s'aperçoit que parfois la femme dit qu'elle est d'accord mais elle ne l'est pas, parfois elle dit qu'elle n'est pas d'accord mais elle l'est et c'est assez compliqué à formuler. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on avait formulé des institutions et que par exemple l'institution du mariage c'était de graver dans le marbre un accord et qu'aujourd'hui qu'on a déconstruit toutes ces institutions, il devient assez difficile justement de poser un consentement dans une société où tout est permis, rien n'est interdit, tous les corps sont offerts. C'est vrai que c'est difficile pour une jeune fille aujourd'hui de dire non. Où est-ce qu'on s'arrête? Est-ce qu'on doit coucher le premier soir? Est-ce qu'on doit accepter telle ou telle pratique? Et dire non dans une société où le oui est de principe pour tout, où il n'y a pas finalement d'interdiction ni de code moral, ça devient de plus en plus compliqué. Et je crois que MeToo est aussi le révélateur de ça. C'est pour ça qu'à la fin du livre, j'essaie de plaider pour la vertu démodée de la pudeur, non sans provocation, parce que je sais bien que, d'ailleurs, ça fait hurler beaucoup de féministes libertaires que j'utilise ce mot-là, mais parce que pour moi, la pudeur, c'est justement pas le puritanisme, c'est une vertu au sens aristotélicien du terme, c'est-à-dire une mesure, c'est-à-dire une mesure entre l'exhibition et le puritanisme. La pudeur, c'est la mesure, qui est dans la retenue, dans une préservation de l'intime, une distinction entre privé et public, qui aujourd'hui n'a plus cours, c'est-à-dire qu'on ne sait pas faire la distinction entre privé et public, on s'habille dans la rue comme on s'habillerait à l'intérieur de chez soi, on voudrait, voilà, et je crois que toute la civilisation, c'est bien justement la distinction des ordres et la distinction des espaces entre privé et public notamment, et qu'aujourd'hui on est en effet, on ne sait plus, on est ce que Philippe Muret appelait le système exhibo-pénaliste, c'est-à-dire que c'est un système qui exhibe et qui punit, c'est-à-dire qui veut jouir, qui veut la jouissance et la punition en même temps. Il n'y a plus de demi-mesure, c'est-à-dire que soit on est dans la libération totale, soit dans la punition, et les deux se nourrissent mutuellement, à mon sens. Ce que je raconte au début du livre, c'est la fameuse scène où qui est celle de l'affiche du film où il prend Scarlett, il est ivre, il prend Scarlett, il la force, il la prend dans les escaliers, enfin c'est une scène de violence. Le lendemain matin, elle chantonne au petit déjeuner, ravie de la nuit qu'elle a passée. Donc il montre vraiment l'ambivalence du désir. Et lui, par contre, lui est honteux. Il est honteux de ce qu'il a fait, de cette violence qui s'est permise. Et du coup, il la quitte parce qu'il a honte de son geste. Et je crois que c'est ça aussi. Aujourd'hui, moi je suis très frappée de la manière dont en fait, on criminalise justement la pudeur ou le fait d'avoir honte.
C'est-à-dire qu'on considère qu'aujourd'hui, il ne faudrait avoir honte de rien, parler de tout. On parle toujours de... Le mot tabou est censé s'associer à la nécessité d'être levé. On ne parle de tabou que pour dire il faut lever un tabou. Il faut parler des choses qu'on ne parle pas. Moi, je crois justement à la vertu du tabou, à la vertu de la pudeur, et qu'il y a des choses qui doivent rester du domaine de l'intime. Et je crois qu'un des problèmes de ce féminisme radical, c'est de vouloir aussi déverser tout ce qui était autrefois dans l'obscurité sur la place publique. C'est comme ces féministes qui parlent matin, midi et soir de leurs règles ou de leur clitoris, comme si ça devait être un sujet de société. Moi, j'estime que voilà, il y a des choses qui n'ont pas, qui a une part de l'intime et même du corps qui ne doit pas être public et politisé. Et je plaide justement pour un monde où il y ait des recoins, des alcôves où le spotlight de la transparence ne pénètre pas. Elles ont cette idée de fabriquer un homme nouveau, en tout cas de retrouver un homme nouveau en grattant et en déconstruisant la société qui l'entoure. Elles sont rousseauistes, elles pensent que l'homme serait peut-être naturellement bon, mais que la société le corrompt. Moi, je crois que c'est l'inverse. Je crois que l'homme est traversé par des passions et qu'il n'est et emprunt par la marque du péché originel, et que c'est les institutions justement qui le rendent meilleur, et la société. Donc moi je crois à un progrès institutionnel, c'est pour ça que je ne suis pas en soi anti-MeToo primaire, parce que je pense qu'il y a des progrès à faire, il y a des marges de manœuvre institutionnelles, et ce qu'a prouvé tous les témoignages de femmes qui ont surgi au grand jour, c'est qu'il y avait un problème en effet judiciaire, en tout cas dans le traitement des plaintes, dans le traitement des affaires d'agression sexuelle. En effet, il y avait un état de droit qui fonctionnait mal, et on sait qu'en France la justice est très lente, qu'elle a du mal à traiter les cas et tout ça. Donc je pense qu'il y a un progrès institutionnel qui est possible, d'encadrement des mœurs par la loi, de progrès des institutions, notamment cette institution judiciaire, de progrès de la réception des plaintes, de la sécurité des femmes dans la rue, etc. Donc évidemment qu'il y a des marges de manœuvre, mais ces marges de manœuvre, elles sont institutionnelles. Et la loi et les institutions sont là pour encadrer l'homme, mais l'homme il est le même, je pense, depuis l'origine des temps, il sera toujours le même. Il n'y a pas de progrès moral ou d'amélioration, comment dire, il est traversé par les mêmes passions depuis des siècles et des siècles. Simplement, oui, il y a un progrès des institutions, ça c'est clair. Le harcèlement tout court, certaines femmes peuvent l'exercer dès qu'elles ont du pouvoir, évidemment. Il y a une femme qui a du pouvoir peut être potentiellement harcelante. Et puis ce qu'a montré Asia Argento et puis l'affaire Avita Ronel, qui est encore plus intéressante, puisque Avita Ronel, cette féministe queer, universitaire, qui a elle aussi été accusée d'harcèlement par un de ses étudiants, a été protégée, non seulement protégée, mais soutenue par des pétitions signées par plusieurs intellectuels féministes, dont Judith Butler, la théoricienne du genre, donc avec cette idée que, puisque c'était une femme, puisqu'elle était féministe, elle ne pouvait pas se rendre coupable d'agissements mauvais. Et alors je pense, et je cite dans mon livre la tribune qu'a faite Margaret Atwood, la romancière canadienne, où elle disait Am I a bad feminist? Est-ce que je suis une mauvaise féministe? Parce que je me pose des questions sur MeToo et je me demande finalement s'il n'y a pas une vision un peu, j'allais dire, victorienne derrière MeToo, qui considère que les femmes seraient toutes des anges et les hommes tous des monstres. Et ce qu'a prouvé les affaires Asia Argento et Avita Ronel, c'est que la frontière du bien et du mal ne passe pas entre les sexes, elle passe à l'intérieur de chacun d'entre nous. Évidemment, les femmes peuvent aussi se rendre coupables d'agissements mauvais, d'abus, etc. Dans un certain féminisme radical porté par MeToo, il y a cette idée que les femmes seraient des êtres innocents, a priori qu'elles ne pourraient pas se rendre coupables elles-mêmes de malversation, avec ce slogan très puissant qu'on a entendu notamment au moment de l'affaire Kavanaugh, qui a été « Believe Women », croyez les femmes, comme si les femmes ne pouvaient pas mentir finalement, et qu'en fait il fallait croire les femmes quand elles témoignaient d'agressions sexuelles, comment dire, a priori, quoi, même sans questionner
leurs témoignages. Il y a cette idée qu'il faudrait considérer les femmes quasiment comme des enfants et que leur parole serait sacrée comme la parole d'enfants lorsqu'ils témoignent d'actes de pédophilie. Or, on sait d'ailleurs que même les enfants peuvent mentir, on l'a vu pendant l'affaire Outreau, en tout cas être manipulés et pas dire vraiment la vérité. Il n'y a pas de raison pour que les femmes ne mentent pas aussi, même si évidemment il faut prendre en sérieux leurs témoignages. Elles ne sont pas des saintes et des anges, elles sont aussi traversées par les mêmes passions que les hommes. Moi, on s'est moqué de moi parce que j'ai dit que la peur avait changé de camp. Déjà, c'était le slogan des féministes, que la peur change de camp. Pour moi, la peur ne peut pas être un slogan. Et en plus, je suis désolée, mais c'est vrai, les hommes ont peur. Ils ont peur. Moi, j'en croise tous les jours des hommes qui me disent qu'ils n'osent pas parler de ce sujet. Ce que j'observe, c'est aussi un décalage énorme entre la parole publique et la parole privée. C'est des hommes qui disent en public qu'ils sont absolument pour MeToo, qui trouvent ça formidable, en tout cas qui se taisent, et qui en privé disent qu'ils en ont ras-le-bol, voilà, ils ont été eux-mêmes diffamés, etc. Et oui, c'est difficile pour un homme de prendre la parole pour ce sujet parce qu'il est disqualifié d'emblée et qu'il faut avoir été une femme pour avoir le droit de parler de ce sujet. Même les hommes, maintenant, qui se proclament féministes, n'ont même pas le droit de se proclamer féministes. Je pense à Raphaël Enthoven, par exemple, qui ne cesse de proclamer qu'il est féministe et qui défend MeToo, mais qui se fait quand même taper dessus par les féministes parce qu'il confisquerait la parole des femmes. Et je trouve que c'est assez inquiétant et ça fait partie de cet identitarisme qui guette beaucoup de mouvements et pas seulement le féminisme, qui est si vous n'avez pas partagé, si vous ne partagez pas ma condition, vous ne pouvez pas en parler. Finalement, il faut avoir été victime, il faut être une femme pour avoir le droit de s'emparer de ce sujet. Et c'est la perte de tout universalisme. Je veux dire, si les droits des ouvriers ont progressé au XIXe siècle, c'est aussi parce que des bourgeois ont pris la parole et ont défendu les ouvriers, et ont porté des discours et même des théories pour aider les ouvriers. Et je pense que il est très dangereux de voir cette dissociation du discours en disant, voilà, cette compartimentalisation du discours en disant si vous êtes une femme, vous avez le droit de parler, si vous êtes un homme, de toute façon vous êtes en dehors du débat, vous n'avez même pas le droit de vous exprimer. Moi, je suis frappée aussi par l'inefficacité du discours féministe, c'est-à-dire que je remarque que beaucoup de porcs qui ont été balancés appartenaient à des milieux féministes. Je pense à Denis Maupin qui se met du rouge à lèvres, à Weinstein qui soutient Clinton parce qu'elle est une femme et qui subventionne des mouvements féministes, au chef du MJS accusé d'harcèlement sexuel qui passait son temps matin, midi et soir à dire sur les plateaux qu'il fallait lutter contre le harcèlement sexuel, idem à l'UNEF. Donc des discours, en fait des personnalités qui baignaient dans ces discours ultra féministes, ultra militants, matin, midi et soir, se comportaient tout de même comme des porcs dans leur vie privée. Donc je me dis, est-ce que quelque part, il n'y a pas un problème? C'est-à-dire que est-ce que ce discours qui n'est justement que de la propagande, que ce que Saint-Exupéry appelait la culture du manifeste, c'est-à-dire de dire la main sur le cœur, je suis féministe, je suis pour le droit des femmes, etc. Et c'est ça qui est aussi très prégnant dans le mouvement MeToo, c'est cette espèce de culte de la parole, c'est-à-dire de dire, voilà, il faut proclamer, il faut dire, il faut dénoncer, il faut manifester. Et en fait, tout cela, on se rend compte que c'est du vent, c'est de la tartufferie, c'est comme le dit Molière, c'est vraiment les fanfarons de vertu. Ce sont des fanfarons de vertu, mais au fond, ils ne sont pas profondément éduqués à un respect de la femme. Et moi, j'observe que les hommes que j'ai rencontrés, qui étaient les plus délicats, les plus respectueux des femmes, étaient souvent des hommes réactionnaires, qui n'avaient pas été éduqués dans ces schémas et dans cette propagande justement féministe, mais plutôt justement dans des milieux conservateurs et qui en avaient compris un véritable respect des femmes mais authentiquement enraciné dans une anthropologie. Tandis que là, on a des gens on a un discours qui est propagandiste, superficiel et avec un discours d'affichage, mais qui en réalité cache des turpitudes et un manque profond de respect interpersonnel. Des tartuffes. Enfin, moi, ce qui m'a aussi choquée dans ce mouvement, c'est l'espèce de révolution culturelle féministe, l'idée selon laquelle il fallait purger nos œuvres culturelles occidentales de leur relents et de leur imprégnation sexiste.
Donc on a parlé évidemment de réécrire la fin de Carmen, mais aussi de virer certains tableaux de musée qui exhibaient trop le corps des femmes. Donc vraiment là, quelque chose de très puritain. Cette volonté de traquer les stéréotypes partout, dans les James Bond, dans les contes pour enfants, sans s'attaquer véritablement, à mon avis, ce qui est la véritable porcherie aujourd'hui, qui est la pornographie, qui est de plus en plus massive et diffusée auprès des plus jeunes, notamment des jeunes garçons. Grâce aux smartphones et à la technologie. Et en effet, certaines féministes affichent des velléités de lutter contre la pornographie. Emmanuel Macron en a parlé lors de son lancement du plan pour l'égalité homme-femme. Mais je vois concrètement très peu de choses faites dans ce sens, alors que là, il me semble quand même qu'il y a un gisement de porcherie assez, qui mériterait d'être soigné, en tout cas d'être un problème véritable qui mériterait d'être traité. Et je suis toujours assez fascinée, voilà, qu'on cherche la paille sans voir la poutre qu'on a en face de nous, qui est quand même la pornographie, qui, tout le monde est d'accord pour dire qu'elle ne véhicule pas une très belle image du corps féminin et du respect de la femme. Ça existe en soi, ça existera toujours, ça va peut-être toujours exister. La question, c'est la massification et que ça touche les plus jeunes. Je crois que l'âge moyen d'accès à un contenu pornographique, c'est 9 ans. Il y a des millions et des millions et des millions de vues parce que, évidemment, Internet a changé la donne. C'est-à-dire que le smartphone fait que dans la poche de chacun des gamins des collèges, il peut y avoir des images à contenu pornographique. Et il y a beaucoup d'études et d'enquêtes qui ont montré que ça agissait sur les comportements sexuels des plus jeunes, et notamment dans l'intériorisation de certaines pratiques humiliantes par les jeunes filles à qui les jeunes garçons demandaient de faire des choses auxquelles elles n'auraient jamais pensé par elles-mêmes, mais qu'ils avaient vues dans des vidéos pornographiques. Et je m'étonne qu'on ne lutte pas contre ce fléau. Évidemment, le monde adulte, les addictions dans le monde adulte, j'en parle même pas, mais au moins sur l'enfance et l'adolescence, je pense qu'il y a vraiment là quelque chose à faire, à agir, et tant qu'on n'agit pas là-dessus, tout le reste sera hypocrisie, quoi. La pornographie va toujours plus loin parce que c'est une société, comme on a déplacé la ligne jaune dans la société, il faut pour stimuler l'imagination, aller toujours plus loin dans l'excitation, là où, évidemment, dans des siècles où les codes moraux étaient beaucoup plus sévères, il suffisait d'un rien pour susciter le désir. Elles sont progressistes et tout combat qui leur semble, militer pour un ordre moral rétrograde, etc., leur apparaît comme contraire à leur idée d'émancipation, de liberté absolue, et qu'elles ont peur de paraître justement moralistes ou puritaines, et que du coup elles refusent tout interdit ou toute limite parce qu'elles sont dans ce logiciel progressiste qui leur interdit de voir justement les maux que la modernité sécrète elle-même. Elles pensent que tout ce qui est mauvais vient du passé et de l'archaïque et de l'ancien monde, et que le nouveau monde lui-même ne peut pas sécréter des nouvelles aliénations. Et donc elles sont sans cesse dans le combat contre l'ancien monde, sans voir que le nouveau produit lui aussi ces fléaux. C'est pour ça qu'elles sont aveugles à la gestation pour autrui, c'est pour ça qu'elles sont aveugles, pas toutes, hein, à la pornographie et à toutes les menaces sur le corps des femmes qui sont sécrétées par la modernité elle-même.